Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je poursuis dans mes capsules vidéo et toujours dans la thématique de la diplomatie. Et je voudrais évoquer un cas concret auquel peut être confronté un diplomate au cours de sa carrière et partir de l'exemple du débat organisé par l'université Abdou Moumouni à Niamey, au Niger, avec l'ambassadeur de France. Ce débat, qui a duré plusieurs heures, a été l'occasion d'un échange entre l'ambassadeur et les étudiants de l'université. Et à un moment, vers la fin du débat, un activiste nigérien, Meïkoul Zodi, a pris la parole pour interpeller de manière assez virulente l'ambassadeur de France pour dénoncer la présence militaire française au Niger et dans le Sahel. Alors cette envie de capsule vidéo m'a été inspirée en fait par une question que m'a posée un collègue coach qui était à l'INSP, donc le nouveau nom de l'ENA, avec moi, et qui me disait, avec les compétences que tu as acquises en tant que coach, est-ce que quand tu revisites ta carrière, tu te dis que peut-être il y a des choses que tu aurais fait différemment? Et je lui dis oui, il y a des moments dans ma carrière où je me dis que si j'avais eu les compétences que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être agi, sûrement d'ailleurs, différemment. Et c'est sous cet angle-là que j'ai voulu faire cette capsule vidéo, parce que en faisant l'effort de me mettre à la place de l'ambassadeur de France, je me suis dit qu'il y a quelques années, ce que je vais vous dire après ne me serait sûrement pas venu à l'esprit, car je n'avais pas les compétences ni le savoir-faire pour envisager un autre possible, une autre réaction possible. Donc voilà, on va partager ce moment ensemble. Pour l'instant, je vous passe un extrait de l'intervention de Meïkoul Zodi, de façon à ce que vous mettiez dans l'ambiance et que vous deviniez de quoi il s'agit. On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire, qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment. Ils transforment en richesse et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. Voilà, donc vous avez vu une partie de l'interpellation de Meïkoul Zodi. Donc il est important de préciser, je l'ai déjà dit, mais c'est un débat qui a duré plusieurs heures. Hein. Là, c'est juste une séquence de quelques minutes, donc il ne faut pas réduire non plus tout le débat à cette seule séquence de tension. Et préciser que Meïkoul Zodi, qui est un militant, un activiste, hein, qui est assez déterminé dans ses positions et qui n'hésite pas à les crier haut et fort, a aussi un contentieux avec l'ambassade de France, puisqu'il y a quelques semaines, l'ambassade de France a annulé son visa de circulation en mesure de rétorsion par rapport à ses positions contre la présence française militaire au Niger et dans le Sahel. Voilà, donc voilà, vous avez un contexte. J'ai aussi parfaitement conscience que depuis mon bureau, dans cette position, il est plus simple, parce que c'est dans un cadre beaucoup plus serein, pour moi d'envisager un autre type de réponse que ce que j'aurais pu faire ou ce que l'ambassadeur de France a fait. Mais l'idée, c'est juste de prendre conscience qu'un autre possible est envisageable et qu'en tout cas le champ des possibles est ouvert. Donc ce qui est important dans ce moment-là, c'est que l'interpellation crée une tension. Et quand elle crée une tension, quand vous êtes à la place de l'ambassadeur de France, il est utile
de se connecter à ses émotions, parce que la première chose qui se passe quand vous êtes interpellé de cette manière-là, et l'ambassadeur de France peut considérer que dans les propos de Meïkoul Zodi, il est mis en cause, qu'il est même traité de menteur, et donc il peut y avoir des émotions comme la colère, comme un sentiment d'injustice, comme de la frustration, et ce sont des émotions qui sont parfaitement légitimes. Et pour ne pas réagir sous l'empire de l'émotion, il est utile de les accueillir consciemment. C'est-à-dire, je me rends compte que cette interpellation me tend, crée de la colère chez moi, et ça permet de faire passer l'émotion, et de ne pas non plus réagir sous l'empire de l'émotion, car vous connaissez le dicton populaire, la colère est souvent mauvaise conseillère. Je pense qu'elle l'est pratiquement tout le temps d'ailleurs. Voilà, donc la première étape, c'est important de se connecter à ses émotions dans ces moments-là pour prendre conscience de l'émotion que vous vivez au moment où la personne vous parle. Ensuite, le deuxième point qui m'apparaît utile d'envisager, c'est que vous pouvez écouter Meïkoul Zodi sous l'angle de l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? L'écoute active, c'est écouter son interlocuteur avec un seul objectif, le comprendre, comprendre ce qu'il dit, comprendre le sens de son discours. Ça change de l'écoute que nous pratiquons tous les jours, qu'on nous a enseigné et que nous pratiquons à la fois dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel, où lorsqu'on écoute un interlocuteur, généralement en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On envisage des arguments pour contrer sa position, ou alors on se reconnecte à son expérience personnelle pour se dire « Ah bah oui, ce qu'il me raconte, ce qu'il me dit me rappelle un moment de ma vie », ou alors on porte un jugement sur ce qu'il dit, et on le fait en même temps qu'on écoute. Or, l'écoute active, l'objectif de l'écoute active, c'est de se débarrasser de tout ça, de tous ces biais en fait, et de n'avoir qu'un seul objectif, c'est d'écouter votre interlocuteur pour comprendre ce qu'il vous dit. Et l'intérêt de l'écoute active, c'est que une fois que vous l'avez écouté sans jamais être, pardonnez-moi l'expression, pollué par des jugements ou par l'envie de préparer des arguments pour contrer le discours de votre interlocuteur, c'est qu'une fois que l'interlocuteur a fini de parler, vous pouvez prendre la parole et reformuler ce qu'il a dit. Et reformuler ce qu'il a dit, c'est juste, dans vos mots ou reprendre ses mots, dire ce que vous avez compris de son message. Quel est l'intérêt de reformuler ainsi? C'est que ça, vous envoyez un message à votre interlocuteur. C'est 1, j'ai fait l'effort de vous écouter, 2, je vérifie avec vous que j'ai bien compris ce que vous disiez. Et donc, sous-entendu, j'accorde de la valeur à ce que vous dites. Et ça crée un espace de relation possible, y compris lorsque l'interpellation peut être virulente. Et donc, dans le cas de Meïkoul Zodi, l'ambassadeur de France, pouvait également faire « Merci, monsieur Zodi, de votre question ». C'est important d'ailleurs d'indiquer à l'intervenant qu'on le connaît, qu'on le reconnaît, puisque monsieur Zodi est connu de l'ambassade de France. Donc, merci, monsieur Zodi, pour votre intervention. Je comprends de votre propos que vous ne partagez pas mon point de vue, au contraire, vous pensez que les explications et les arguments que je donne pour justifier la présence militaire française dans le Sahel ne sont pas les bonnes, et que selon vous, la France est présente dans le Sahel militairement avec un objectif d'exploiter les ressources du Sahel pour continuer à alimenter sa puissance et rester à la table des grands. Voilà, donc ça c'est une première reformulation. Vous ne portez pas de jugement, vous ne dites pas qui a raison, qui a tort, c'est juste, c'est pas juste. Vous reformulez et vous créez un espace où la tension retombe. Et c'est vraiment important, c'est une technique de communication non violente d'ailleurs, et qu'on utilise également en coaching pour créer de la relation avec le coaché, de façon à ce qu'il se sente compris et entendu. La deuxième partie, ensuite, une fois que vous avez reformulé, c'est de vous dire quelle est mon identité de rôle. L'identité de rôle, dans le cas d'espèce, c'est l'ambassadeur de France. Donc, quelle est ma mission? Quel est le rôle que je joue au Niger? Et ici et maintenant, dans cette université, je représente la France. Et je pense qu'il est utile, en tout cas il peut être utile, de dire à M. Zodi, écoutez M. Zodi, c'est utile ce que vous venez de me dire, parce que parmi mes missions, il y en a une qui consiste à faire remonter de l'information à mon gouvernement. Et je vais pouvoir faire remonter cette information selon laquelle il y a un courant de pensée dans l'opinion publique nigérienne qui dénonce la présence militaire française dans le Sahel, avec des arguments peut-être que nous ne partageons pas, mais vous la dénoncez et vous représentez un courant dans l'opinion publique nigérienne. Et c'est important pour moi de le faire remonter, d'abord c'est ma mission de diplomate, de façon à ce que le gouvernement français
et un maximum d'informations pour continuer à préparer sa coopération militaire avec l'État du Niger. Et de votre côté, les points que vous soulevez sont intéressants pour alimenter un débat au sein de la société nigérienne, pour faire émerger une position politique qui puisse éventuellement influencer la position du gouvernement nigérien quant à la coopération militaire entre nos deux pays. Donc là, une telle réponse, c'est juste de rappeler quel est mon rôle, donc je fais remonter de l'information, et vous, en plus, vous pouvez effectivement, dans le cadre d'un débat au sein de la société nigérienne, défendre votre position de façon à ce que, in fine, le gouvernement et les représentants politiques du peuple nigérien puissent éventuellement amender leur position si votre courant, si le courant représenté par M. Zodi pèse dans l'opinion publique, ou s'il est majoritaire ou ultra-majoritaire. Et je pense qu'il peut être aussi utile de dire à M. Zodi, toujours dans la même veine, avec l'identité de rôle, c'est « M. Zodi, vous comprendrez que de ma position d'ambassadeur de France, je n'ai pas le pouvoir de trancher ce débat entre nous. Nous avons des positions radicalement opposées. Nous pouvons constater notre désaccord. Nous n'avons pas du tout la même perception de la coopération militaire qui lie nos deux pays et de la présence militaire en France dans le Sahel. Mais nous aurons, chacun avec nos mots, chacun dans notre rôle, fait part de notre position à l'assistance, et chacun et chacune d'entre vous qui est présente ici dans cet amphithéâtre, vous pourrez vous faire votre idée sur la base des arguments développés par les uns et par les autres. Voilà ce qui pouvait être dit à M. Zodi dans ce contexte-là, et c'est vrai qu'il y a quelques années, je pense que si j'avais été confronté à une interpellation de cette nature, je n'aurais pas eu les outils et les compétences pour envisager cette possible réaction visant à faire retomber la tension, et je pense que j'aurais probablement opté pour une réponse plus de confrontation. Donc les deux possibilités ont leur valeur, ont leur intérêt, c'est juste de se dire on étend le champ des possibles, et c'est tout l'intérêt d'un retour d'expérience quand on est confronté à une situation de crise ou une situation de tension, c'est de pouvoir la revivre à froid, avec des regards tiers, et de se dire « Ok, ça a été la réponse ou les décisions que vous avez prises dans ce contexte. Voyons voir s'il y en a d'autres qui étaient possibles et lesquelles étaient les plus appropriées. » Et quand vous vivez un retour d'expérience, en fait, vous apprenez que le champ des possibles est probablement plus large que celui que vous pensiez être au moment de la crise ou de l'instant de tension. Souvent, on prend des décisions en pensant que ce sont les seules possibles. Et le retour d'expérience vous invite à dire, prenez toujours cet instant, parce que parfois c'est une fraction de seconde, de se dire, ok, c'est quoi le champ des possibles? Quelles sont les émotions que je ressens au moment où je vis la situation de tension ou la crise? Est-ce que c'est un moment de tension? Comment je peux faire retomber ou baisser la tension? Et ensuite, quelle est mon identité de rôle? C'est-à-dire, je me remets dans mon identité de rôle de façon à remettre à l'esprit quelles sont mes missions, notamment quand on est dans l'identité de rôle professionnelle. C'est quoi ma mission? Quel est l'objectif que je dois atteindre dans le cadre de cette mission? Et cette vigilance-là permet souvent de poser la situation et d'ouvrir le champ des possibles et de choisir plutôt que de subir une réaction ou une décision. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc ce sera une nouvelle contribution aux états généraux de la diplomatie. Je voudrais peut-être préciser d'ailleurs que l'intérêt de cette capsule vidéo, c'est peut-être aussi de se dire que les diplomates, désormais, auront probablement besoin d'être mieux formés à la psychologie humaine, aux techniques de création de relations, aux techniques de communication non violente, des techniques qui sont communes notamment avec le coaching, mais avec d'autres disciplines, de façon à ce que les diplomates soient clairement identifiés comme étant, en plus des connaissances qu'ils ont sur le monde des relations internationales, qu'ils soient aussi identifiés clairement comme des spécialistes de la relation, être en capacité de maintenir la relation, y compris dans des contextes tendus, et ça s'apprend, ce sont des compétences à acquérir et à pratiquer. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt, prenez soin de vous.